nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Si on veut vraiment avoir une dimension internationale, il faut le faire absolument en rachetant des sociétés. On ne travaille jamais le week-end et pendant les vacances. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. La vie est un CDD et on n'est responsable que de son bonheur. Si tu t'épanouis pas, bouge, change de boîte, quoi. C'est reparti, une rentrée masquée, mais une rentrée bien accompagnée. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu, fondateur de Price Minister, président de The Camp et vice-président de France Digital. Salut Olivier. Salut Thomas, très content de te retrouver. On n'a pas chômé pendant le Covid, mais on a eu quand même une petite pause pendant le mois d'août pour le 40 nuances de Next. Je rappelle donc toi tu es le fondateur des OVNI. Et je rappelle que tu es bronzé, mais que malheureusement on ne peut pas le voir en podcast. On reprend en beauté avec deux invités pour le prix d'un. Je te laisse les présenter. Alors absolument, on est ravis de recevoir les fondateurs de HR Path, magnifique scale-up dédié aux solutions RH, mais on va en parler plus largement. Donc il s'agit de Cyril Courtin et de François Boulet. Donc est-ce que vous nous entendez bien et bienvenue? Oui, bonjour Cyril. Bonjour François. Alors je rappelle qu'on est en plus dans les conditions toujours de télépodcast, on continue avec le confinement. Alors on a fait parfois quelques épisodes en physique, mais on est chacun aujourd'hui chez soi ou dans nos bureaux, donc on ne vous voit pas. Et quand vous êtes deux à être interviewés, évidemment, ça fait un petit jeu assez rigolo parce qu'on ne sait pas forcément qui parle, mais on le précisera comme des professionnels de la radio que nous sommes en train de devenir. Alors moi j'ai cru comprendre que l'un et l'autre sont aussi blagueurs l'un que l'autre, donc on ne saura pas toujours qui blague, mais n'hésitez pas à le préciser. Ou pas. Un petit mot quand même pour rappeler tous ceux grâce à qui aussi ce podcast 40 nuances de Next peut vivre. Donc tous nos partenaires médias avec La Tribune et Madines, nos partenaires de l'écosystème avec la French Tech et France Digital. Et notre nouveau, récent, mais pas moins important, partenaire financier avec Neuflize OBC. On entendra d'ailleurs de toutes ces personnes-là des questions qui vous seront adressées, François et Cyril. Je vous propose officiellement de démarrer ce podcast. 40 nuances de HR Path, c'est maintenant. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Eh bien, c'est un jingle qui dit bien son nom. Ouais, c'est pitch oh mon pitch. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se livrer à l'exercice du pitch. Tous les entrepreneurs le connaissent bien. Vous avez aussi fait des très belles levées de fonds. Je crois que la dernière, c'était 100 millions d'euros l'an dernier. Qui avait succédé à des levées de fonds précédentes qui étaient déjà conséquentes. Je crois d'abord 10 millions d'euros, puis 30 millions d'euros avant d'arriver à 700 millions d'euros. Et quand on fait cet exercice du pitch, donc raconter son business, sa vision en très peu de phrases, on doit évidemment convaincre les investisseurs. Alors est-ce que vous pouvez vous livrer à cet exercice pour nos auditeurs? Comment est-ce que vous racontez HR Path? Et peut-être que l'un peut faire le pitch d'aujourd'hui et l'autre pourrait faire le pitch qui était celui que vous faisiez en 2001 lorsque vous avez lancé HR Path, pour qu'on évalue comment ça a pu évoluer ou pivoter. Ah, c'est assez rigolo comme exercice. Alors, comme je prends la parole en premier, je vais faire le plus facile, celui d'aujourd'hui, parce que c'est celui qui nous concerne. Donc aujourd'hui, le pitch, c'est d'être devenu un interlocuteur unique des ressources humaines, qui a pris le temps. Donc on pourra faire le lien avec le début de l'histoire. Et aujourd'hui, nous, on œuvre dans tous les domaines des ressources humaines avec trois grands axes de métier. Donc un axe conseil RH, business consulting,
qui nous permet d'accompagner des entreprises sur de l'aide au choix, de la digitalisation, du change management, de l'accompagnement dans la réalisation de tous leurs projets RH, un axe intégration, implémentation où on est partenaire des plus gros éditeurs du marché des ressources humaines pour la mise en place de projets qui peuvent avoir des vocations tant sur des domaines assez classiques de gestion administrative, gestion des temps paye, que sur des sujets plus récents de gestion des talents, gestion de la rémunération, performance, etc. Et le dernier métier qui est l'externalisation de la paye, où on peut accompagner des clients d'un niveau assez faible d'aide à la production de la paye jusqu'au BPO avec reprise de personnel. Et voilà, pour compléter, on a eu vocation à déployer ça aujourd'hui dans nos 18 pays, donc avec des plateformes et des niveaux de service qui sont sur tous les continents et qui apportent une solution 24 heures sur 24. C'est plus un pitch. Vous présentez aussi en one-stop shop des ressources humaines. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de choses autour des ressources humaines qu'on ne propose pas, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et alors, comme quand vous racontiez, oui, pardon Thomas. Non, mais j'allais sur le même. Je pense qu'on est assez raccord. Quand vous étiez en 2001, quelle était votre vision et comment vous présentiez les choses? Parce qu'on va revenir après un peu sur l'histoire de HRPath, qui a été aussi constituée et on aura d'ailleurs une question d'un journaliste sur ce point-là, qui a été constituée aussi d'acquisition, de build-up, etc. Donc quand vous avez lancé HRPath, quelle était l'idée, quel était le principe? L'idée, c'était, on l'avait prise d'un philosophe qui s'appelait Jean Bodin et qui disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Et donc, quand on a créé le groupe avec Cyril, on s'est dit, on va mettre toute notre expertise au service de nos clients et pour le prouver, il n'est de richesse que d'hommes. Et les premiers métiers sur lesquels la boîte s'est positionnée avant d'adresser tous les sujets que vous venez d'évoquer, c'était quoi? L'implémentation autour de SAP HR à l'époque, et maintenant on dit SAP HCM. Et entre les deux, entre le pitch d'avant, le pitch d'aujourd'hui, j'imagine pas mal d'aventures. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus marquant de l'aventure HRPath? Le moment clé où peut-être tout a basculé du bon côté? Ouais, c'est une bonne question. Juste pour compléter ce que disait François, je pense pour les gens qui se posent la question d'entrepreneuriat, au-delà de l'activité, c'est aussi une rencontre, François et moi-même, parce que au-delà de ce qu'on peut y faire, il faut trouver une complémentarité entre différents profils et ce qu'on a pu trouver d'abord d'un point de vue amical et après d'un point de vue professionnel. Et par rapport à votre question précise, ça a été 2008 où on avait continué, on était monosolution, donc toujours sur SAP HR où on continuait à se développer, mais une vraie volonté commune d'avancer plus vite et se dire à ce moment-là, on avait deux axes qu'on avait mis en balance, qui étaient de rester uniquement dans le monde de SAP, mais ne pas rester contraint ou lié uniquement au monde des ressources humaines, ou alors rester dans les ressources humaines, mais être multisolution. Et comme on connaissait mieux le monde des ressources humaines, on a choisi cette voie, et c'est là où on s'est dit, maintenant comment on fait? Et pour le faire, il faut trouver de nouvelles personnes dans la société, il faut acquérir des sociétés pour devenir petit à petit généraliste, d'abord en France, puis après ça a été le dernier step à l'international. 2008, une année particulière, une année avec la chute de Lehman Brothers, donc une première crise. On est en 2020, donc quelques années plus tard, on fait face à une autre crise. C'était ma transition pour ce qui va suivre. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors c'est vrai qu'on sort d'une crise, enfin on est encore dedans, mais on est sorti un peu du confinement, pas complètement, et on imagine bien que le monde des RH, notamment le monde du travail, que vous adressez directement avec vos solutions technologiques, c'est un de ceux qui a été le plus bousculé, parce que du coup, dans tous les secteurs, on a dû réinventer les façons de travailler. Mais avant de parler du secteur et de vos métiers à vous, comment ça s'est passé pour vous en tant que société? Comment est-ce que vous avez été frappé en termes de chiffre d'affaires, ou au contraire, vous avez dégagé des opportunités de la situation du fait de votre expertise? Ça a été vécu comment en interne? Non, on
on a été frappé comme tout le monde au niveau chiffre d'affaires. On a eu à peu près une baisse de 10% ces mois-là qui était compliqué. Alors 10%, c'est peu et beaucoup à la fois, dans la mesure où on n'était pas dans le domaine de la restauration. Voilà, mais ça a été quand même assez compliqué. Ceci étant, nous on est habitués à travailler à distance, nos serveurs étaient déjà hébergés ailleurs, les consultants sont des personnes formidables parce qu'ils ont cette facilité à s'adapter à un nouveau contexte. Donc finalement, le plus dur, ça a été de pas se voir pour partager des moments, mais sinon, ça a été globalement. Ouais, et puis on a profité aussi de cette période, pendant la période de confinement, quand vous parliez d'opportunités. Alors, tout est un petit peu lent en ce moment, on espère que ça va s'améliorer, mais on a fait pas mal de... ça a permis, notamment sur le contexte international, moi je m'en suis rendu compte de générer une certaine proximité virtuelle avec les équipes parce que on pouvait dégager plus de temps pour prendre des nouvelles aussi de nos filiales qui étaient à l'étranger. On a créé des groupes de travail avec les différents associés pour se dire quelles sont les actions qu'on doit mener en sortie de crise et d'en sortir des plans d'action qui ne sont pas aussi évidents que ça parce que personne ne sait exactement ce qui va se passer dans les semaines et mois qui viennent, mais de se poser et de penser un peu au futur. Sur cette gestion de la crise à l'international, est-ce que la gestion à Sherpas est la même dans tous les pays ? Non. Enfin, d'un point de vue RH, je dirais oui pour la prise de nouvelles, etc. Après, d'un point de vue business, toutes les zones n'ont pas fonctionné de la même façon, avec les mêmes règles, le même impact de cette crise sanitaire sur le business. Très clairement, les premiers ont été l'Asie, et on pensait que l'Asie allait repartir beaucoup plus vite, et c'est en train de repartir aujourd'hui, mais ça a été plus lent que prévu. La plaque américaine a une réactivité beaucoup plus grande, donc on se prend des très mauvaises nouvelles, mais la semaine d'après, on gagne des projets. Et l'Europe, ça reste quelque chose de beaucoup plus lent, dans le bon et le mauvais sens du terme, on va dire. Quand tu dis lent, c'est lent côté réaction politique publique ou lent côté client, prospect ? Côté client, prospect, plutôt. Et en fait, si vous voulez, quand on prend les États-Unis, en une semaine, ils ont eu 750 000 personnes au chômage. Mais ce que dit pas les statistiques, c'est que un mois après, ils avaient récupéré 400 000 de ces personnes en travail actif. Et c'est là où la France et l'Europe globalement va mettre 2 ans à se remettre de cette crise, là où l'Asie et les US vont être beaucoup plus rapides que nous, quoi. Moi, ce que je voudrais voir, on va bientôt vous proposer une question extérieure d'un journaliste, mais je me posais la question en fait comme on parle vraiment du coup des RH et qu'on est au cœur de cette problématique avec vous, je me demandais si vous aviez été content aussi. Est-ce que vous êtes des bons RH pour vos équipes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez été content de la façon dont ça a été géré? Est-ce que vous avez observé beaucoup de résilience dans vos équipes? Est-ce que vous avez mis en place des choses un peu nouvelles? Et est-ce que ces choses nouvelles pour votre organisation, elles vont peut-être être pérennisées, et ce qui m'amènera peut-être plus tard à reparler un peu aussi du futur du travail, après qu'on ait introduit nos questions surprises. Ouais, la question est bonne parce que parfois c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc on est dans un domaine RH, mais on est très 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 attaché à la vision de nos clients et parfois au détriment de nos équipes internes. Alors, c'est pas tout, mais on l'a vécu tous un peu à distance. Pour ma part, celle de François, moi j'ai été très agréablement surpris de la façon dont ça s'est passé sur les différents pays, même si on a un gros focus France avec nos RH et nos collaborateurs qui ont été très, on va dire, force de proposition pour organiser des séances d'échange en mode café, apéro, plein de modes. Prendre soin de ceux qui sont avec tout, des gens qui sont en famille, des gens qui sont seuls, petites, grandes surfaces, surtout en région parisienne. Donc, prendre le temps d'écouter et de partager des choses avec les équipes. Il y a eu
des concours qui ont été organisés de photos, Covid, etc. Enfin, plein de choses qu'on n'aurait pas fait dans d'autres circonstances. Est-ce que ça, je me permets de te couper, mais j'entends pas mal de potes entrepreneurs me dire que ça s'essouffle un peu, ces apéros Zoom et autres initiatives, et qu'à un moment, c'est même une demande des collaborateurs de revenir en présentiel, de se voir, notamment les plus jeunes. Ah bah tu prêches totalement un convaincu. Là je parle d'actions qu'on a menées au mois de mars, avril et un peu mai. Nous, dès le 11 mai, on a réouvert nos bureaux et on a plutôt proposé aux gens qui le souhaitaient, ça n'a pas été quelque chose d'imposé, de revenir dans les bureaux. Bizarrement, enfin après c'était petit à la surface, mais on a eu vraiment un côté Paris-province où les gens sur Paris poussaient beaucoup plus qu'en province pour revenir sur site. Ils sont mieux logés, je pense. Oui, bah ils ont des surfaces un peu plus grandes. Et aujourd'hui, nous on est passé sur un mode où on reste souple, mais dès le mois de juillet, on a dit, on savait pas que le port du masque allait devenir obligatoire dans les entreprises, mais en disant le télétravail c'est bien, mais de manière, on va dire, raisonnable. Donc une bonne partie des gens reviennent sur site, pas forcément à 100%. Et pour partager avec d'autres entrepreneurs qui travaillent dans des entreprises dont certaines annoncent du télétravail à 100% jusqu'au mois de mars ou juillet 2021, au-delà du fait que je vois pas l'intérêt de ce type d'annonce, les gens sont totalement démotivés. Ouais. Et sur le port du masque, pas forcément votre regard, mais en tout cas vos observations sur la difficulté de tenir toute une journée pour un collaborateur avec son masque malgré l'envie de se voir. J'ai aussi le sentiment que ça repousse certains au télétravail. Ouais, on va parler franchement parce que vous faites une réunion à peu près de 2 heures avec vos équipes, vous avez le masque, après vous allez déjeuner avec eux, vous prenez l'apéro, là vous avez pas le droit, vous avez le droit d'enlever le masque, mais vous avez exactement la même proximité, voire beaucoup plus proche au restaurant, et après vous retournez en réunion et vous remettez le masque. Il y a un peu un phénomène blague quand même, voilà quoi. Alors ce qu'on se disait, c'était que fallait avoir toujours un verre à la main parce que vous avez le droit de boire. Donc si vous avez tout le temps un verre à la main, suivant la législation et nos chers énarques, vous avez le droit de pas avoir le masque. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui c'est le verre à la main et pendant le confinement c'était avoir un chien au bout d'une laisse. Olivier l'a annoncé, donc on a tous nos partenaires qui ont un certain nombre de questions surprises pour vous. Donc je vous propose d'écouter tout de suite la question de notre partenaire et journaliste Géraldine Russel à Madines. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour, voici ma question. Est-ce qu'avec la crise économique qui se profile, avoir un modèle B2B permet de mieux faire face ? Waouh. Alors moi je dirais ça dépend B2B ou B2C, ça dépend comment vous êtes. Voilà, ça dépend dans quel secteur et voilà, nous vu qu'on est assez généraliste, c'est-à-dire qu'on est tant capable de travailler avec l'industrie, la chimie pharma, la distribution, le secteur public, on arrive à s'adapter et à aller dans les secteurs plus porteurs que je reprends mon exemple, la restauration. Voilà. La question qui est derrière, je pense aussi celle de Géraldine, c'est une question de confiance. On voit des ménages qui ont peut-être peu confiance, qui épargnent beaucoup. Est-ce que c'est la même chose côté entreprise ? On a de tout. Après, pour compléter ce que disait François, au-delà des secteurs d'industrie, on travaille avec des entreprises selon les strates qui vont de quelques employés jusqu'à quelques centaines de milliers d'employés. Enfin, clairement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même un pied à demi ou aux 3/4 sur le frein pour se recentrer sur ses propres problématiques, la gestion de son cash, la gestion de sa réorganisation parce que ça réorganise de toutes parts aussi, et donc
Alors, on dirait un peu dans nos métiers, un peu le monde de la paye, où de toute façon c'est quelque chose qui est récurrent et il faut mettre en place les nouvelles règles et assurer la paye des collaborateurs, et des projets qui sont pourtant l'avenir des entreprises de digitalisation et de mise en place de suivi des talents, qui peuvent être décalés de quelques semaines, quelques mois ou plus, parce que ça ne devient pas forcément quelque chose de considéré comme essentiel. Mais je dirais globalement que ce soit tant les ménages que les sociétés, tout le monde fait attention à sa trésorerie et n'a pas une vision claire sur l'avenir. Ouais. Bon alors du coup, pour prolonger un peu cet échange, je propose de continuer avec les questions de nos partenaires. Donc je lance le jingle et on aura ensuite Nicolas Brienne qui est le DG de France Digital. Vous avez un message. On vient d'entrer brutalement dans une crise qui a déjà fait 250 000 demandeurs d'emploi. C'est une crise grave et qui va remettre beaucoup de questions de ressources humaines au cœur de la vie des managers, dont notamment celle du télétravail. Qu'est-ce que ça va changer au métier de HR Pass, un monde où le nombre de télétravailleurs a été multiplié par 10 ? Je dirais que par rapport à nos métiers, nous on s'adapte un peu. On a la chance, par rapport à plein d'autres métiers, de déjà avoir un grand nombre de clients qui avaient ouvert les vannes du télétravail, donc un certain nombre de collaborateurs qui travaillaient, c'était 1 jour par semaine, 2 jours, ça dépend de l'activité du client, donc c'est quelque chose qui était déjà en place et qui nous a permis, pendant la période de confinement total, d'assurer la continuité de nos activités. Donc nous, on sent pas, on n'est pas dans le mode, quand j'entends plus rien ne sera jamais comme avant. Déjà, je trouve que c'était pas si mal avant, d'une part, et d'autre part, on est plutôt sur un mode progressif où quand dans le passé c'était plus des accords en one-to-one, on dire ok pour toi, là on est plus sur une diffusion, c'est-à-dire si votre activité vous le permet, on autorise jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine, mais en face de nous on a des gens qui ont besoin de travailler ensemble et qui sont plus à demander d'avoir des contacts et qui sont pas du tout favorables à 100% de télétravail. Donc quelque chose qui se fait vraiment de manière très simple aujourd'hui, sans avoir à fixer des règles strictes, et qui nous permet d'assurer la continuité de notre business. Puis je rajouterais juste un truc, c'est vachement plus simple de faire du télétravail quand on est consultant que quand on est coiffeur ou coiffeuse, par exemple. C'est plus compliqué quand même. On en a vu qui faisaient des tutos, mais effectivement. Mais par contre, autant sur la gestion de l'activité au quotidien, on peut faire beaucoup de choses en télétravail, mais à un moment pour créer de nouvelles relations, pour suivre des clients, c'est évidemment possible à distance, mais une relation, des nouveaux clients, est-ce que c'est pas plus compliqué à distance ? Ce qui est le plus dur, c'est de vendre à distance. Ça, c'est vraiment compliqué, mais de gérer une boîte à distance, de prendre soin de ses collaborateurs, de prendre soin de ses associés, voilà. Ça, c'est un truc qu'on faisait déjà et où, au quotidien, sans s'en rendre compte de la mesure où c'était pas généralisé, on le faisait déjà. Donc ça a été assez simple. Par contre, aller vendre, aller convaincre un DG ou un DRH du bien fondé de sa marque employeur, là, c'est un peu plus chaud. Voilà. Après, ça se fait. Pendant le confinement, on a signé des missions à distance avec la vidéo et c'était bien. Après, c'était des petites missions, pas sur des très gros projets. Comme on parle du business, aujourd'hui, on sort un peu de la crise des masses du coronavirus. Qu'est-ce qui fait le gros de l'activité HR Pass ? Comme je vous le disais, il y a le gros de l'activité qui se maintient parce que c'est une activité solide. Il y a eu les règles à mettre en place pour la gestion du chômage partiel. Donc toute l'activité de paye se maintient très bien. L'activité plus orientée gestion des talents, etc. Se maintient mais a du mal à se développer. Donc les projets en cours pour un certain nombre ont été maintenus, certains ont été un peu étalés dans le temps. Et ce qui pousse le plus aujourd'hui, et ce qui est assez classique dans le cadre de crise,
c'est l'externalisation de la paye. Où là, on a beaucoup d'opportunités d'externalisation pour que les clients en question se recentrent sur leur propre core business et une relation avec un prestataire, avec un prix qui est établi et donc une gestion budgétaire. Et là-dessus, on a une forte croissance, de grosses opportunités, en allant même on en a signé certaines et on a des opportunités en cours de reprendre les collaborateurs du client pour les intégrer à nos équipes. Ce qu'on appelle de externalisation avec reprise de personnel. Alors pour continuer sur le business HR Path, en fait, je sais que vous êtes dans l'actualité, là, je vois que vous avez annoncé une acquisition, je crois très récemment, en Suisse, Gaius HR, et sans forcément parler de l'actualité en tant que telle, mais on voit effectivement que votre groupe a été aussi comme une stratégie de croissance par build-up et acquisition. Et on a une question sur ce sujet-là, donc je vais la lancer. Elle vient de Philippe Mabi, qui est le directeur de la rédaction du journal La Tribune. Vous avez un message. Oui, bonjour. Votre groupe lui-même est né de fusions et acquisitions et de rachats successifs. Alors, ma première question, ça serait de nous dire qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'une acquisition est réussie? Quelles sont les conditions de la réussite? Et puis, deuxième question, on peut imaginer que dans l'avenir assez proche, il va y avoir beaucoup de restructuration dans votre secteur. Est-ce que vous envisagez d'autres acquisitions dans les prochains mois? Oui. C'est ça. La réponse est oui, dans la mesure, je commence par la fin, donc est-ce qu'on envisage d'autres acquisitions? Oui, dans la mesure où on a acquis une société la semaine dernière, c'est des Suisses allemands et on est ravis qu'ils nous rejoignent pour renforcer la Suisse. C'est le premier point. Le deuxième point, la question était est-ce que le fait de grandir en croissance interne et en croissance externe, la croissance externe, c'est une réussite à partir du moment où, lorsqu'on rachète une entreprise, on arrive à mettre de la croissance interne. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que le 1 plus 1 égale 3 et c'est assez génial. Donc il y a ce point-là. Et le deuxième point, c'est les hommes. C'est-à-dire que les boîtes qu'on rachète, c'est pas des multinationales qui appartiennent à des fonds et voilà, c'est des hommes, c'est des entrepreneurs. Et je pense que la force qu'on a eue avec Cyril et qu'on a, c'est ce groupe qui est un groupe de partnership dans la mesure où 70% du capital appartient aux partenaires. Et dans les partenaires, il y a toutes ces acquisitions qu'on a fait à travers le monde, mais aussi en France. Et aujourd'hui, avec Cyril, on a une voix au board des partenaires, et eux ont également une voix. Dans toutes ces acquisitions que vous avez faites, est-ce que j'imagine que c'est arrivé que 1 plus 1 ne fasse pas 3 ? Comment on gère ? On fait le ménage, on recrée, effectivement, on n'a pas 100% de réussite, mais globalement, jusqu'ici, l'histoire est totalement positive. Et le premier critère par rapport à ce que disait François, où parfois c'est mal passé, c'est plus la relation d'homme que le business lui-même de la société. Quand on fait des acquisitions, il y a toujours de chaque côté une envie, une période comme un pré-mariage, un peu une période de séduation mutuelle. De fiançailles. De fiançailles, ouais. Pré-mariage, fiançailles. Ouais, faut pas consommer avant le mariage, quand même. Et c'est déjà arrivé que, une fois que c'était décidé, ça se passe un peu moins bien. Et après, c'est faire des choix qui paraissent compliqués sur le très court terme, parce que ça veut dire changer l'organisation et le management de la structure en question. Mais ça prend un peu de temps, mais faut surtout pas hésiter, et c'est ce qui permet de reconstruire avec une nouvelle ADN, une nouvelle façon de fonctionner et des ondes positives qui sont très importantes dans tous les métiers. Je me dis que c'est original, parce que dans le Next 40, il n'y a pas tellement de sociétés qui ont l'expertise de l'acquisition et l'expérience. Je ne sais pas combien vous en avez réalisé, vous d'ailleurs. Vous avez en tête le Pardon? 25. On a 25, entre 24 et 25 avec. En fait, ça dépend. Il y a un split d'une boîte où on a racheté 2 boîtes. Est-ce qu'on la compte en tant que 2 ou 1? Voilà. Quand on aime, on compte pas.
Quand vous êtes sur ce track record, donc pour prendre le mot anglais, donc ce parcours de réussite autour des acquisitions, c'est des méthodes que vous avez dû développer. Moi, j'ai plein de questions là-dessus qui me viennent à l'esprit, et Thomas, tu m'interrompras, mais il y a par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire tu as le droit de me couper sauvagement. Qu'est-ce qui fait qu'on a le droit ou qu'on pense à l'acquisition plutôt qu'à la croissance externe? Est-ce que c'est pour des questions en général de conquête territoriale et géographique? Est-ce que la Suisse c'était pour une dimension géographique, ou c'est aussi parce qu'il y a des solutions technologiques ou des expertises que vous aviez pas, ou est-ce que c'est les deux, ou est-ce qu'il n'y a pas de règles précises et c'est plutôt des opportunités qui se présentent, ou est-ce que vous avez une feuille de route dans laquelle vous allez dérouler finalement votre vision et du coup aller regarder les acquisitions en fonction de cette feuille de route, et pas le contraire, c'est-à-dire des opportunités qui se présentent à vous et que vous faites rentrer ensuite a posteriori dans la feuille de route? Ça fait beaucoup de questions. Répéter la question. Non, mais la question, la question va être plus longue que la réponse. Non, la question c'est qu'est-ce qui fait, quels sont les critères, quels sont les critères d'acquisition, et qu'est-ce qui fait qu'on choisit de faire une acquisition plutôt que de pas la faire par rapport à des orientations d'investissement en interne? Sur quels critères et pourquoi? Et ensuite, on continuera la question sur finalement quelles sont vos méthodes aujourd'hui, et si vous pouvez partager un petit peu les meilleures pratiques. Ouais, alors il y a un point de base qui peut expliquer un certain nombre de choses dans notre histoire, c'est qu'on a d'abord essayé de faire des croissances, on a fait beaucoup de croissance organique en France, et on avait essayé de faire un certain nombre d'ouvertures de bureaux à l'international qui sont pas forcément toutes bien passées, parce qu'on a l'impression que ça passe bien, on crée un drapeau, on essaie d'identifier la bonne personne, ça reste très subjectif quand c'est à l'étranger parce qu'on se voit peu. On arrive potentiellement à créer une équipe pas loin d'une dizaine de personnes, on se dit ça y est, c'est gagné, mais ça reste très instable. Et on a eu des mauvaises expériences dans ce domaine en lien avec des choix humains ou des choix de marché qui ont fait que ça s'est écroulé, et c'est là où on s'est dit si on veut vraiment avoir une dimension internationale, il faut le faire en dehors de la France, absolument, en rachetant des sociétés pour avoir une masse critique, pour avoir des clients, pour avoir un management, et après asseoir là-dessus de la croissance externe. Une fois qu'on a dit ça, on a essayé déjà plusieurs steps. Il y avait des zones sur lesquelles on n'était pas du tout, notamment la zone, les États-Unis et l'Asie. Donc on s'est dit si on y va par nous-mêmes, vu la dimension de ces géographies, on n'y arrivera jamais. Donc ça a été le focus qu'on a pris. Et après, les dernières, par exemple Gaius, on a déjà des équipes en Suisse et un petit bout en Allemagne. C'était plus une logique de massification d'activités sur des zones pour être plus pertinent. À l'inverse, et donc ma première question, et j'en ferai deux et le plus court possible, est-ce que vous envisagez aussi potentiellement un jour la vente d'HRPass, et si c'est le cas, qu'est-ce que vous ne ferez pas en tant que vendeur avec votre regard d'acheteur de 25 entreprises? Ouais, je dirais, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. Mais on n'est pas taureau dans ce trip-là avec Cyril. On a tous les deux trois gamins, et on sent que derrière ils vont vite arriver à un âge où pourquoi pas on se dit plutôt transmettre que de vendre. Après, si le train passe et qu'on nous propose $1 milliard, on serait bien bête de pas accepter non plus. Donc, vous pourrez nous transmettre les offres par rapport au... Bon, le message est passé. Et alors, du coup, je vous pose quand même la question, Fontaine, je veux bien goûter un peu de ton eau. Qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous demanderiez, qu'est-ce que vous imposeriez en tant que vendeur avec votre regard d'acheteur? Après, d'imposer, c'est compliqué quand vous êtes vendeur, mais je pense que c'est d'accompagner au mieux l'entreprise et tous les salariés qui nous ont accompagnés depuis cette vingtaine d'années pour les plus vieux. Ce serait de prendre soin d'eux, quoi. Ouais, il y a garantir une certaine pérennité quand il y a des acquisitions, il peut y avoir un peu de ménage, donc ce sujet-là serait quand même assez structurant. Après, je confirme, c'est pas notre modèle et notre vision d'aujourd'hui. Après, il faut être pragmatique, hein. Il peut y avoir plein d'éléments internes ou externes qui peuvent changer
la vision des choses, mais c'est de se dire comment au mieux on garantit une carrière et peut-être des meilleures trajectoires de carrière qu'on peut proposer nous, et de se dire tous les gens, il y aura toujours des exceptions, mais finalement adhèrent à ce projet au-delà de nous. Puis je rajouterai un truc, on est Next 40 et si vous voulez, on est vraiment capitaliste avec une conscience, dans la mesure où on a 6% de la boîte qui appartiennent aux salariés. On est très content. Ça représente à peu près 120 salariés. On est une boîte de partnership, et je trouve ce qui manque à la France justement versus on se compare souvent aux Allemands, c'est qu'on manque de belles ETI. Et donc, je vais dire, on est une jeune ETI par rapport à notre chiffre d'affaires, mais des ETI entre 100 et 500 millions, il y en a assez peu en France. Et quand vous regardez de l'autre côté du Rhin, qui est quand même un beau modèle au niveau économique, là, vous en avez 3 fois plus, quoi. Et ce qui fait... Je rappelle juste que ETI, ça veut dire entreprise de taille intermédiaire, donc c'est juste pour le vocabulaire. Je me posais juste la question, moi, sur le partnership, en fait, parce que c'est dans les stratégies d'acquisition, vous avez cette particularité. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, l'ensemble des 25 acquisitions que vous avez pu opérer ont donné lieu aussi, du coup, à un partage du capital systématiquement, et donc vous achetez des sociétés en partie en cash, mais aussi en association, en échange de papier et d'actions. Nous, le modèle, c'est on rachète 100% des actions des sociétés qu'on reprend pour la gestion et détenir 100% de nos filiales. Après, il y a un modèle qui marche très bien, c'est le réinvestissement. On essaie d'emmener sur chacune des structures qu'on rachète les dirigeants de cette société sur une partie de parcours ensemble, selon le nombre d'actionnaires, coactionnaires qu'il y a dans ces structures. On peut être ouvert au fait de dire s'il y en a 4, il y en a que 3 ou 2 qui restent, ou alors sur un an, etc. Et ils réinvestissent dans la société. Et là-dessus, c'est plus nous on a un package minimum qui est décidé entre nous de réinvestissement dans le groupe, et qui est le même que pour un associé qui vendrait pas sa structure et qu'on embaucherait et qui deviendrait actionnaire d'Adcherpass. Et après, il peut y avoir des gens qui demandent ou qui dans le temps investissent plus dans le groupe. Je reviens juste sur un sujet que vous avez évoqué, et j'avais vraiment envie de rebondir. Vous avez parlé potentiellement à un moment de redonner les rênes à vos enfants respectifs. C'est effectivement très louable de créer des entreprises familiales. La question, c'est comment on amorce en fait cette discussion avec les enfants, parce qu'ils ont peut-être pas envie de faire ça de leur vie. Donc je serais curieux de savoir comment vous embarquez le sujet avec eux. En fait, je pense, c'est personnel ce que je vais dire. Je pense que la manière dont on éduque nos enfants, c'est par l'exemple. Tout le reste, je veux dire, c'est de la flûte. Et quand vos enfants voient au quotidien que vous êtes entrepreneur, que vous allez vous déplacer, que vous êtes quelque part avec une forte valeur travail, directement ils l'ont, et ça leur plaît, et très vite ils comprennent, parce qu'à table vous en parlez, qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'un EBITDA, qu'est-ce qu'un résultat. Ça fait des sacrées discussions à table. Mais c'est important d'en parler. Le business et le travail, quand vous êtes entrepreneur, ça vous prend quand même plus de 90% complètement de votre esprit. Quand la boîte va mal, vous allez mal. Quand la boîte va bien, vous allez bien. Excuse-moi, mais si on reste sur le plan personnel, en fait, du coup, moi, le sujet m'intéresse, que j'ai évidemment aussi des enfants, des adolescents aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'ils aient, et je vois aussi d'autres entrepreneurs qui se posent la question de la succession, et on peut leur transmettre ces valeurs travail, mais la valeur travail, elle peut fonctionner pour faire autre chose aussi. Oui, exactement. C'est pas, moi, je vais vous dire, j'ai 3 enfants. L'aîné, il est passionné de cinéma, il reprendra jamais la boîte, et voilà. Par contre, je lui ai donné envie d'entreprendre, envie de produire des films, envie de réaliser. Voilà. Je sais que lui, il sera pas dedans. Le deuxième, lui, il est plutôt
à fond. Et puis ma petite troisième, on attend de voir quoi. Ouais, ça reste une hypothèse qui pour l'instant n'est pas du tout, on va dire, dans un sens. Ouais, c'est pareil d'ailleurs avec les trois. Avec les trois, on est déjà conscient, et c'est marrant avec François, on en parle régulièrement. On a déjà une petite idée de chacun de nos enfants qui pourraient être amenés demain à être plus productifs, mais c'est pas demain, c'est plutôt dans un certain temps. Et après, voilà, mais ça peut être, moi, c'est plutôt dans le sens de rêve. Peut-être que la boîte sera reprise par d'autres associés qui existent, des collaborateurs. Peut-être que un jour, elle sera vendue, même si c'est pas notre focus, mais ça peut être assez, d'un point de vue père et d'un point de vue création d'entreprise, avoir une deuxième génération. Ça pourrait être une belle histoire. Et puis après, avant de céder, il faut voir, parce que vous dites, ça va, mon fils ou ma fille a l'air super pour reprendre, et puis vous l'amenez dans l'entreprise et vous apercevez que c'est une tanche, ça peut être compliqué quand même. Et là, faut pas lui céder parce que c'est une perte de valeur pour tout le monde. Il faut virer. Il y a aussi un autre risque auquel vous avez pu penser, j'imagine, mais c'est que si vous avez chacun des enfants qui veulent s'y coller, ils vont pas forcément s'entendre, même s'ils se connaissent bien, j'imagine, de par votre amitié entre vous, les parents, mais ils vont pas forcément bien s'entendre. J'ai déjà vu ça aussi dans d'autres entreprises où finalement, à un moment donné, il y en a quand même un qui finit par racheter les parts de l'autre, sinon l'entreprise se trouve un peu en danger. Mais ça ferait une très bonne histoire. C'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. C'est vrai. En tout cas, ça ferait une très bonne histoire pour le cinéma. Il y en a au moins qui pourraient se coller à la réalisation. En tout cas, l'histoire des enfants de François et Cyril, on la découvrira dans un monde futur, et c'est une transition presque parfaite pour la rubrique qui va suivre. I have a dream. Et pour l'avenir, on a un rêve. La question, c'est quel est le rêve de François et Cyril pour le monde d'après? Pour démarrer cette rubrique, je vous propose tout de suite de démarrer avec la question du président de Neuflize OBC. Pour vous, on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Cyril, bonjour François. Vous développez avec succès, vous digitalisez de nombreuses directions des ressources humaines de vos clients. Ne pensez-vous pas que la crise du Covid, ou surtout l'après-Covid, va être une opportunité extraordinaire pour vous d'accélérer votre croissance, et notamment à l'international? On espère. On souhaite que ça, très clairement. Après, oui, c'est le monde des ressources humaines est un monde qui bouge beaucoup, donc c'est des opportunités. À ce jour, comme on le disait, il y a des activités qui se maintiennent bien, mais qui sont plutôt des activités qui roulent et qui sont pas en forte croissance autour de la paye. Après, il y a toute la partie digitalisation, gestion des talents, qui sont plutôt en début sur un certain nombre de zones, notamment l'Europe. Donc ça, c'est une opportunité pour accompagner les entreprises, pour mieux recruter leurs équipes, mieux les accompagner avec des solutions qui sont, on va dire, en termes de design, en accord avec les nouvelles générations qui arrivent, et effectivement un marché qui se globalise de plus en plus avec des solutions internationales qu'on porte et qui permettent d'adresser des marchés globaux. Après, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on le voit, on travaille avec quand même une grande partie du CAC 40 ou du SBF 120, donc beaucoup d'entreprises sont touchées et sont plutôt attentistes à décaler. Donc ça a demandé encore quelques semaines, j'espère au pire quelques mois, mais oui, je pense que c'est un domaine qui va continuer à se développer et à se transformer. Oh, qu'est-ce qui parle bien, bravo Cyril. J'aurais jamais été capable de faire ce que tu as fait. Ce qui est bien, c'est que vous venez avec votre propre fan club. Ouais, on est notre meilleur fan club respectif en fait. Pour rester sur cette notion du monde d'après, tu l'avais un peu évoqué, hein, tout le monde a le sentiment que ce sera mieux après. Tu penses que c'était très bien avant aussi, mais globalement pas si mal. Oui, parce que quand on dit que c'était mieux avant, on devient un vieux con officiellement. Mais néanmoins, ce monde d'après, comment vous l'espérez? Plus... Moi, j'aimerais bien, dans l'idéal, le voir plus capitaliste, mais avec une conscience. Vous voyez, je trouve qu'on a l'un des plus beaux pays au monde, dans la mesure où
On a la meilleure bouffe, on a les meilleurs pinards du monde, on a le meilleur service assurance maladie. Vous allez aux urgences avec votre gamin, on vous demande pas combien vous gagnez, on soigne votre gamin. Et ça, c'est le miracle à la française. Après, ce miracle, il peut pas durer éternellement si on fait rien et que les gens en abusent. Et donc, ce serait un peu souffler du capitalisme, mais avec de la conscience là-dessus. Voilà. Du coup, je pense, comme on est sur le capitalisme, c'est des sujets qui aussi m'intéressent. Et pour mémoire, j'avais écrit un livre qui était La gauche a mal à son entreprise, où on essayait de faire le pont entre le rôle du gouvernement, le rôle de l'entrepreneur, et donc ça appelait effectivement une forme de capitalisme responsable. Et là, on voit face à une crise comme celle-ci que le rôle de l'État était important. Vous pourrez avoir un avis d'ailleurs, est-ce que c'était la bonne façon de faire ou pas? Enfin, en tout cas, le chômage partiel, les PGE, là, les fameux prêts garantis par l'État, beaucoup d'aides et de possibilités aussi de décaler les paiements, par exemple des charges sociales, de l'URSSAF, etc. Donc il y avait beaucoup d'aides comme ça. Est-ce que vous avez un regard là-dessus sur du coup puisque tu parles du capitalisme, je continue sur ce sujet, mais qui est de se dire voilà quel rôle entre le privé et le public, et est-ce que finalement l'État est bien intervenu, parce que vous, avec votre observation de RH, vous pouvez peut-être nous dire qu'en fait on va vers la catastrophe et qu'il va y avoir plein de plans sociaux bientôt et qu'on n'a fait que repousser le problème. Dans la vision, François Médra, nous on le voit parce qu'on est devenu une boîte internationale, donc sur l'intervention de l'État, ce qu'a fait la France par rapport à ce qu'on voit sur plein d'autres de nos filiales, c'est juste hallucinant et énorme. Donc ça, moi j'ai un regard, et ça revient le capitalisme. Quand tu dis hallucinant, tu dis en bien. En bien, ouais. Aucun autre pays n'a fait ce que la France a fait dans toutes nos filiales qu'on a, peut-être à une exception près, mais beaucoup de pays, ça a été sur un mois ou deux avec des systèmes d'aide qui n'étaient pas aussi hauts que ce dont on a pu bénéficier, qui se sont arrêtés beaucoup plus tôt. Bah voilà, il faut retourner au travail. Donc, et je suis pas du tout à dire, c'est trop ce qui a été fait la France. Après, personne n'avait de recul là-dessus. Donc quand j'entends dire c'est bien, c'est pas bien, bah quel que soit le gouvernement, mettez-vous à leur place et essayez de faire aussi bien. Donc il faut plutôt être, nous ce qu'on dit c'est soyons positifs et retournons au travail et essayons de faire en sorte que la situation s'améliore. Critiquer, de dire il n'y avait pas de masque, il y avait des trucs, on se voit, il y a peut-être eu des choix qui ont été faits dans le passé qui pouvaient être remis en cause, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc oui, aujourd'hui, la France, au niveau de l'État, ont pris les choses en main. Quelles seront les conséquences demain? On ne sait pas comment va évoluer la situation sanitaire, donc au moins ça a été fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas assez reconnu par la population française de la chance qu'on a de vivre dans ce pays. Ouais. Moi, je suis à fond d'accord avec ce que tu dis, et je trouve que le français est chiant à râler, à tout le temps machin. Il y a très peu de courageux dans ce pays. Et le gouvernement et notre président a été super courageux dans ses choix, et il a été super. Après, le français, il râle tout le temps. Oui, soit ça, soit c'est qu'on entend plus ceux qui râlent. Voilà. Je reviens juste, messieurs, sur cette notion de capitalisme et responsabilité. Qu'est-ce qui fait que le capitalisme devient plus responsable demain? Est-ce que c'est une prise de conscience individuelle qui devient collective, ou est-ce que à un moment c'est par la norme et par les obligations, notamment étatiques, qu'on y arrive? Non, c'est pas par les obligations. Et voilà, toutes les entreprises, vous savez, c'est hyper facile pour une entreprise française de dire bon, écoutez, vous savez quoi, je paye un tiers d'impôt sur mon résultat. Vous savez quoi, moi je déménage en Belgique, j'emmène la famille, voilà, ou à Londres, ou je sais pas trop où. C'est hyper simple vu qu'on est jamais chez nous, et vous payez beaucoup moins d'impôts. Ça, c'est le premier point. Au contraire, je pense que c'est capitaliste avec une conscience, c'est arrêter de nous mettre des normes à la noix, arrêter avec les gens où on dit que c'est des partenaires sociaux, ils représentent 6% des travailleurs, et ils ont un droit de parole, et je vous rebondis en disant c'est toujours les râleurs qu'on entend, ils représentent 6% des actifs, et on n'entend que quoi. Il faut arrêter un moment et de leur dire vous voulez quoi?
voulez que tous les Français soient pauvres et voilà. Putain, laissez-nous entreprendre et développer le business et d'enrichir les gens. Et voilà. Pour le plaisir du débat, quand même, j'entends l'idée qu'on veut pas de normes, et c'est peut-être plus facile à dire quand on se sent responsable soi-même, qu'on n'a pas besoin de normes pour l'être. Néanmoins, est-ce que s'il y a plus de normes, ça mène pas aussi à ceux qui n'ont pas envie d'être responsables de ne pas l'être plus facilement? Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une entreprise? C'est ces hommes. Comment vous motivez les gens à venir? C'est en disant, je vais partager la valeur, je vais essayer que vous soyez bien, on va faire des projets ensemble, je vous considère, et vous savez quoi? Si ça vous plaît pas, les gars, so what? Vous allez ailleurs dans un autre groupe. Si vous êtes bon, vous trouverez un job et voilà quoi. Si vous adhérez, restez, on bosse ensemble et voilà quoi. C'est juste ça. On dit toujours la vie est un CDD quoi. On n'est pas là au boulot pour se faire chier de 8h à 20h. Non, la vie du boulot, c'est d'essayer de s'épanouir entre 8h et 20h pour certains. D'autres, ça va être de travailler beaucoup plus court, mais beaucoup plus intensément. Peu importe, mais c'est de s'épanouir. Et voilà. Et je pense que le capitalisme, c'est ça. C'est venez, on va s'épanouir et voilà. Si tu t'épanouis pas, bouge, change de boîte, quoi. Mais alors après justement cette remarque sur l'épanouissement, et bon, finalement c'est aussi votre expertise de savoir créer et travailler pour vos clients de façon à créer les bonnes conditions de travail. Mais est-ce que cette crise, puisque là on est dans la rubrique du monde d'après, ça change quelque chose selon vous, peut-être d'un point de vue générationnel avec la nouvelle génération, sur le rapport au travail, sur l'engagement, avec ces questions de télétravail, mais aussi sur le rôle ou la relation entre les salariés et l'entreprise. Et d'ailleurs, chez vous, pour vous-même, est-ce que vous avez changé quelque chose? Est-ce que vous avez, vous-même, à titre personnel, travaillé différemment? Est-ce que vous avez envie de faire travailler vos équipes différemment? Est-ce que vous donnez des conseils différents à vos clients sur l'organisation du travail? Clairement, pas de gros, comme je disais tout à l'heure, pas de gros changements chez nous. Ça a été plutôt, on remet des confinements progressifs. Et nous, on a été les premiers à revenir au bureau. Alors, on devait être entre 5 et 15 selon les jours, mais avec une grande joie de pouvoir se revoir et même en petits groupes repartager du temps ensemble. Et après, je disais, j'ai plus aujourd'hui des gens, et on doit respecter les gestes barrières, les distanciations, etc., mais qui souffrent de la distance. Donc on peut dire, c'est pour ça que nous, on milite pour un mode qui est un peu mixte, en disant oui, les temps de transport, etc., ça peut être compliqué. On peut tous avoir des contraintes personnelles. On a une population qui a presque 100% est cadre, avec des gens qui ont des clients qui se gèrent leur agenda. Donc, si ça peut permettre d'avoir un bien-être entre le professionnel et justement une qualité de vie au travail qui permet d'aller potentiellement emmener ou aller chercher ses enfants ou gérer une contrainte de la machine à laver qui est tombée en panne, oui, mais ça reste sur un mode partiel. Donc on n'est pas du tout dans une étude. Il y a tout qui a changé. On a plutôt été au bout de quelque chose qu'on avait commencé en mode, on va dire, informel. Bah oui, toi, pour des raisons personnelles, t'habites loin, tu peux avoir 1 jour ou 2 jours de télétravail. Je veux dire, maintenant, ça devient plutôt une norme accessible à tout le monde, sous réserve que le client accepte. Parce qu'on a des clients qui obligent 100% sur site. Et là, les gens doivent aller 100% sur site. On est une activité de service, hein. L'avantage quand on habite loin, c'est qu'on a un peu de transport et le temps d'écouter 40 nuances de Next, et notamment François et Cyril, mais parce que on est déjà, je crois, à près d'1 heure pour ce premier épisode. On va vous donner rendez-vous, en tout cas à nos auditeurs, dans quelques instants pour le second épisode. Et vous, François, Cyril, vous ne bougez pas. Dans quelques instants, on parle de vous. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.